Cette première table ronde a pour thème le virage ambulatoire, où en est la France? Quelles dispositions prises ou à prendre? Pour traiter ce sujet, je vous propose que chacun d'entre vous se présente. On va faire le tour voilà, de la gauche vers la droite en 2 mots. Claude, bien sûr. Bonjour, je suis Claude Gandillon-Ovanessian. J'ai pendant de nombreuses années travaillé comme journaliste dans le groupe Philippe Aki. J'étais responsable du service label. J'ai parallèlement à cela rencontré Roger Salbreux, qui est à côté de moi, qui est professeur de médecine et qui s'est beaucoup occupé toute sa vie, je dirais, je crois, du handicap psychiatrique. Je ne dis pas psychique, pardonnez-moi, mais c'est les cas très très lourds. Et un jour, il m'a demandé de venir le retrouver. Nous nous sommes rencontrés dans l'association où j'étais secrétaire générale, qui était droit aux soins et à une place adaptée, DSP. Et puis l'aventure a commencé. Nous nous sommes connus. Et puis Roger a été secrétaire général du Conseil national handicap, créé par Jacques Chirac et Julia Kristeva. Et puis un jour, ils m'ont demandé de venir. Je me souviendrai toujours, j'étais dans la rue. J'ai pris mon téléphone. Claude, voilà, venez nous retrouver. Bon, et j'y suis allée. Et depuis, j'y suis. J'y suis parce que si je ne me préoccupais pas de ces gens-là, je ne pourrais plus me regarder dans une glace aujourd'hui. Alors Claude, c'était une courte présentation, et la vôtre est longue et précise, et je vous en remercie. On va revenir sur véritablement ce que vous faites, etc. Oui. Peut-être 2 mots supplémentaires sur le professeur Salbreux, mais en 2 mots. Non, vous-même, professeur, c'est difficile de parler de soi, donc... C'est très dur. En fait, on va le voir avec vous, vous êtes j'allais dire la mémoire, si j'ose dire, justement du virage ambulatoire. Mais on pourra peut-être en parler en détail, sauf si vous voulez préciser des aspects. Je suis pédopsychiatre, rassurez-vous, à la retraite. Actuellement, je m'occupe de quelques associations. Dans ma vie, la principale chose que j'ai réussi, c'est la création des centres d'action médico-sociale précoce. Et actuellement, je suis président du comité scientifique et éthique de la Fondation internationale de recherche sur le handicap. Voilà. Bien, merci. Anne-Cécile. Alors, je suis Anne Vuong, je travaille à l'œuvre Falleret depuis de nombreuses années et je suis actuellement chef de service d'un service d'accompagnement à la vie sociale parisien. Parfait. Jean-Pierre Hardy, actuellement directeur au projet stratégique à France Horizon et dans d'autres vies, s'occuper des aspects financiers budgétaires au ministère des Affaires sociales et à l'Assemblée des départements de France. Merci Aude Caria. Oui, bonjour Aude Caria. Je suis psychologue clinicienne de formation et actuellement depuis 13 ans directrice du Psycom, qui est un organisme public d'information et de lutte contre la stigmatisation dans le domaine de la santé mentale. Merci. Philippe Guinard. Oui, bonjour. Philippe Guinard, je suis directeur d'hôpital de formation et depuis 4 ans, je suis chargé de mission santé mentale à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et enfin, Annick Aignan. Annick Aignan, je suis directrice de la Fondation Falleret après avoir dirigé l'œuvre Falleret pendant une 20aine d'années. Alors je vous rappelle, je vous pose une question, vous pouvez interférer à n'importe quel moment et ensuite on va davantage débattre sur des points de détail. On va commencer par le commencement, si j'ose dire, avec vous Annick. En fait, d'abord pourquoi parler aujourd'hui du virage ambulatoire? J'ai envie de dire, est-ce que c'est un peu... un phénomène de mode? Est-ce que finalement c'est parce que ça coûte moins cher, pour parler de façon très directe, ou est-ce que y a quelque chose, on va le voir en détail avec chacun d'entre nous, derrière tout cela, une ambition véritable? Et puis pourquoi Falleret commence cette première journée Cap sur la santé mentale sur le virage ambulatoire. Moi, quand je vois virage ambulatoire, j'ai l'impression qu'on s'en va. Donc là, visiblement, on est tous présents. Voilà, toutes ces questions, Annick. Je vais peut-être le prendre dans l'autre sens, Patrick. Falleret a toujours été centré sur
le parcours des personnes qui ont une fragilité psychique. C'est ça qui est premier, c'est son ADN. Et parler de virage ambulatoire, c'est parler de la vie quotidienne des personnes. On ne peut pas résumer finalement la fragilité psychique aux soins. C'est malheureusement trop souvent ce qu'on a fait toutes ces années. Même si l'idée du virage ambulatoire n'est pas nouvelle, Jean-Pierre Falleret, c'était quand même le premier à avoir préconisé un accompagnement post-hospitalier pour les personnes qui avaient un trouble psychique et qui sortaient, disait-il, guéris, on dirait aujourd'hui rétablis, des hôpitaux privés et publics dont il avait la responsabilité. Donc aujourd'hui, parler de virage ambulatoire, c'est d'abord faire prendre conscience à l'ensemble des citoyens que finalement, quand on a une fragilité psychique, on demeure un citoyen à part entière, qu'on peut avoir des besoins sociaux à côté des besoins de santé et qu'il faut qu'on puisse réussir à les trouver d'une façon simple, pas dans un système cloisonné et finalement opaque, mais vraiment d'une façon simple, à la porte de chez soi, qu'on n'ait pas peur justement de pousser la porte. Donc c'est un peu ça le fond de la préoccupation. Oui, c'est vrai que ça s'inscrit dans une dynamique aujourd'hui qui est effectivement d'aller plutôt vers la fermeture des lits, d'éviter l'hospitalisation autant que faire se peut, ce qui répond également à une autre problématique qui est celle de la prévention et de la prise en charge précoce des pathologies. Donc dès lors qu'on peut très en amont faire de la prévention, qu'on peut faire un diagnostic très tôt, on peut aussi éviter d'amener les personnes dans un système de santé qui va finalement aller assez loin, peut parfois jusqu'à l'hospitalisation et au-delà parfois jusqu'au handicap. Alors Philippe Guinard, on en est où en France? La situation de ce virage ambulatoire au sens large? Alors, je vais peut-être limiter l'abord de la question au champ de la santé mentale. Oui, bien sûr. Parce que c'est un terme générique, alors qui ne se place pas quand on parle de virage ambulatoire. Justement, on ne parle pas des personnes, on ne demande pas aux personnes de faire des virages, on parle d'un jeu d'organisation collective, bien sûr. Alors, faire un tableau rapide de la situation aujourd'hui. L'automne dernier, il y a Eurostat qui a publié quelques données justement sur l'Europe. Alors, si on dit virage ambulatoire, on va dire développement de tout ce qui n'est pas l'hospitalisation en temps plein. Donc c'est quoi l'hospitalisation en temps plein? On raisonne à l'échelle de l'Europe sur combien il y a de lits par habitant dans les différents pays. En moyenne en Europe, il y a à peu près 75 lits pour 100 000 habitants en 2015. Ça a continué à diminuer entre 2010 et 2015 à l'échelle de l'Europe. Et ce que l'on voit, c'est effectivement de grands écarts, de grandes différences organisationnelles. C'est la question que je vais vous poser, parce que bon, les statistiques c'est bien, mais je pense qu'il n'y a Voilà. pas le même nombre. La moyenne est un mauvais résumé, absolument. c'est ça. Il y a des Donc, endroits plus en fréquentés Belgique, que d'autres. En Ouais. Belgique, c'est 175 Mhm. au lieu de 75. Bon, en Italie, j'en parle pas, c'est moins de 10. Mais on a beaucoup de pays qui sont à moins de 50, le Danemark, la Suède, la Grande-Bretagne. En France, c'est un peu plus que la moyenne européenne, un peu plus de 80. Donc, je dirais, peut-être la France est un peu représentative de cette moyenne qui n'est pas elle-même un bon résumé. Donc, le constat, c'est donc de grands écarts. Si on regarde au sein de la France même, Oui. alors ce qui est publié tous les ans en France, c'est le taux de recours à l'hospitalisation temps plein dans les différents territoires français. Alors les derniers, c'est 2016. 2016, on était sur une moyenne de 269 journées par habitant. Pour 1000 habitants, pardon. Oui. Je vous rassure. Quel pays de feignants quand même. Voilà. 269 journées, ça c'est la moyenne française. Les écarts sont également importants, peut-être moins que ce que je vous décrivais sur l'équipement en lit en Europe. Mais on est à... Je crois que la région, j'avais noté la région la plus sobre de ce point de vue-là en termes de recours à l'hospitalisation temps plein sont les pays de la Loire. C'est à 215 journées pour 1000. Et la plus consommatrice, c'est la Bretagne, à 354. Donc vous voyez, 215, 354, c'est quand même un écart énorme qui, je ne pense pas, soit un reflet de l'épidémiologie, des troubles psychiques dans ces deux régions que je connais un peu. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont trait à l'histoire, à l'organisation,
des cheminements différents des organisations dans nos territoires. On le retrouve, nous, sur l'Île-de-France. En Île-de-France, on est plutôt en dessous de la moyenne nationale. Le recours à l'hospitalisation en Île-de-France, c'est à peu près 85% de la moyenne nationale. Au niveau français, ça continue aussi à diminuer un petit peu chaque année. En Île-de-France, c'est quasiment stable. C'est vrai qu'on a une consommation plus faible, mais c'est en Île-de-France quasiment stable. Et au sein de l'Île-de-France, on retrouve aussi des écarts très importants. C'est-à-dire qu'on on a un écart de près de plus de 30% entre le département qui consomme le plus. C'est lequel? C'est Paris. Oui. Et celui qui consomme le moins, c'est la Seine-et-Marne. Donc les éléments principaux qu'on trouve derrière ces écarts, là aussi, c'est l'histoire et l'organisation et l'offre plus ou moins forte et faible. Donc c'est aujourd'hui difficile de dire qu'il y a un rationnel qui explique les écarts de recours à l'hospitalisation. Voilà ce que je pourrais dire au niveau tableau d'entrée, si je puis dire. Merci. Oui, c'est plus un problème effectivement d'organisation que de pathologie, c'est ce que vous nous dites, ou d'habitude en fait, dans les services ou dans la façon de traiter les problèmes. Je crois qu'il y a, alors, si on revient aux pathologies, la plupart dans la littérature internationale, on fait plutôt le tableau d'une constante, de troubles psychiques, de déterminants de santé qui font qu'il y a 1% de schizophrènes à peu près diagnostiqués, enfin évalués, parce que tous ne sont pas diagnostiqués dans les populations au niveau international. Donc effectivement, il y a des éléments qui peuvent expliquer des variations, mais je crois pas, je connais pas de publication qui explique des variations de l'ordre de 40%. Merci. Jean-Pierre Hardy, on comprend bien qu'il y a en tout cas une volonté de développer le virage ambulatoire. Ça change quoi? Je veux dire que par rapport, quel changement de paradigme ça implique? Je pense que le changement de paradigme actuel, c'est plus la logique de parcours que l'ambulatoire en soi. C'est-à-dire qu'on est en train dans toutes les politiques publiques, de dire il faut des parcours. Alors, parcours tout court, ça évite de dire parcours de vie, parcours de santé, parcours d'insertion professionnelle, etc. Donc, on est dans un discours dans toutes les politiques publiques de passer à une logique de parcours, quoi. Donc, c'est ni tout domicile ou tout ambulatoire, ni tout établissement, avec les établissements très fermés dans l'histoire de la santé mentale. Donc, c'est la possibilité d'aller d'aller des retour en arrière, donc d'avoir pas de parcours préétabli, prédéterminé, mais des possibilités d'aller et de retour. Mais c'est cette logique de parcours, et derrière cette logique de parcours, il y a le discours sur les plateformes de services, c'est-à-dire que il ne s'agit plus d'offrir que du domicile, que de la famille d'accueil ou que débrouillez-vous dans l'ambulatoire ou des institutions sociales, médico-sociales, sanitaires. Et donc, c'est comment mettre en place une série de services pour ces parcours, quoi. Donc, je dirais, c'est ces 2 P, parcours, plateforme de services, plateforme coopérative, qui sont les grands changements. Et dans pourquoi mon invitation a eu lieu, c'est-à-dire ces questions financières, ça pose la question de mettre fin à des séparations trop fortes entre le sanitaire, le médico-social, le social. Le lien entre précarité, sans-abrisme et santé mentale est évident. Donc, comment faire en sorte que tout ça se parle, et que ça se parle partout, parce que même collègue de l'ARS est ici, mais même en ARS, ceux qui s'occupent du sanitaire, ceux qui s'occupent du médico-social, et l'État est devenu ou tricéphale, puisque en cohésion sociale, et l'Australie vient pour ça, qu'on gère des CHRS, qu'on gère des foyers de vie, des masses, etc. On s'aperçoit qu'on n'a pas le même financeur, et même si on a le même financeur théorique, c'est l'ARS ou le département ou l'État, c'est pas les mêmes lignes budgétaires, et parfois c'est dans les grandes régions comme l'Île-de-France, c'est pas les mêmes personnes. Donc c'est comment passer en logique de plateforme et mettre de la fluidité et mettre fin à des murs, quoi, et des systèmes en silo. Donc voilà un peu les éléments importants à mon avis. Passer à une logique de parcours et de plateforme, et nouveau paradigme, et quels sont les obstacles à cela, et comment lever ces obstacles. D'accord. Et il n'y a pas de danger, je veux dire, de perte
savoir-faire, le mot est un peu fort, mais je veux dire, c'est bien de se parler, bien sûr. Est-ce qu'il y a davantage d'efficacité, c'est ce que je veux dire, et donc de résultats, à votre avis, ou est-ce que finalement on est avant tout dans une logique économique et qu'on habille cette logique économique? Non, je crois pas le côté on développe ça pour faire des économies. Je crois qu'il y a une vraie volonté de développer des parcours et donc de mettre en place des plateformes, de réfléchir aussi. Je pense qu'il y a d'autres tables rondes qu'on voit à l'heure du jour, notamment sur le case management, c'est-à-dire la question de la coordination. Donc effectivement, il faut éviter de créer l'institution qui coordonne l'institution. Et on s'aperçoit qu'il manque encore un chaînon manquant et qu'on va créer une nouvelle institution et un nouveau coordonnateur. On est dans la donc on voit bien que là, on est dans cette logique de parcours, de plateforme, comment assurer des coordinations et éviter effectivement entre guillemets de créer, de réinventer la poudre ou créer des choses qui paraissent pas pertinentes. Mais je ne crois pas effectivement à la logique. Tout ça est une invention pour faire des économies, quoi. Je pense qu'on est vraiment dans une volonté de mettre en place ce dispositif-là. Il y aura peut-être éventuellement des économies si on évite les doubles prises en charge ou des prises en charge entre guillemets coûteuses. Là, surtout si elles sont pas adaptées. Qu'elles soient coûteuses, on peut en discuter, mais si en plus on est dans des endroits où effectivement on maintient les gens dans des dispositifs qui sont les plus coûteux et les plus inadaptés pour leur parcours, pour eux-mêmes, effectivement, si on peut faire une pierre deux coups, tant mieux. Sûr. Mais mais bon, le côté c'est inventé pour... on pourrait revenir sur l'histoire du secteur. L'institution n'a pas été inventée pour faire des économies. C'était une volonté d'essentialiser, quoi. Après que c'est généré ou pas des économies, c'est un autre débat, quoi. D'accord. Non, mais c'est vertueux, c'est ça. En fait, c'est une démarche qui va dans le bon sens. C'est pas vicieux, tout au coup. Voilà, oui. Vous savez ce que disait Ionesco? Il disait caresser un cercle et il deviendra vicieux. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de tourner en rond. Parfois, c'est difficile. Je me tourne vers vous, professeur Salbreux. Tout à l'heure, je disais que vous étiez la mémoire. Et le virage ambulatoire, ça fait longtemps qu'on en parle ou c'était quoi? Est-ce que ça existait il y a quelques dizaines d'années? Tout dépend de ce que l'on entend par virage. Virage, moi, j'entends quelque chose comme un changement assez radical de prise en charge, de méthode de prise en charge. Et j'ai été très intéressé par la première intervention qui, me semble-t-il, indique qu'il n'y a pas de soins sans accompagnement et qu'il n'y a pas d'accompagnement sans les soins. Alors, au bénéfice de l'âge, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu la mortalité effrayante des malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques et j'ai vécu la réaction assez violente de la révolution psychiatrique des années 60-70 qui ont abouti d'une part à prôner davantage d'ambulatoires, mais aussi à prôner le secteur et un certain nombre de structures sur lesquelles je passe qui sont le fruit de cette époque et des idées de cette époque-là. Alors, si on entend par virage changement, le changement, il n'est pas récent. Il date des années 60-70, où on a en quelque sorte décidé, ou en tout cas prôné la désinstitutionnalisation et l'ouverture aux patients dans un lieu de proximité qui était le secteur psychiatrique. Alors, il y a un peu, comment je dirais, de déjà-vu dans cette expression virage ambulatoire, mais cela ne veut absolument pas dire que j'ai quoi que ce soit contre. Bien entendu, c'est un progrès humain considérable qui résulte d'un effort humaniste et quelque peu marxiste, mais en tout cas fortement humaniste de l'époque que j'ai citée. Le problème, c'est que ça aboutit, avec beaucoup d'autres considérations dans lesquelles il ne faut pas oublier les chocs pétroliers, à une réduction drastique du nombre de lits d'hospitalisation qui ont été en gros divisés par 2 par rapport à ce que nous avions hérité du passé juste à la libération. Et de ce fait, vous avez un certain nombre de malades très graves, en grande souffrance psychique, qui ne trouvent pas forcément une réponse dans ce système, dans la mise en place de ce système. Et ça a abouti à quelque chose comme
au moins 100 000 personnes qui n'ont pas de solution médico-sociale, encore moins hospitalière, puisque les hospitalisations sont devenues par définition courtes et réservées à la période aiguë, et qui se finissent plus ou moins dans la rue, en clochard, plus ou moins en prison, et beaucoup dans leur famille que cela détruit totalement. Donc je pense que, comme toutes les choses excellentes, il faut aussi voir le côté, le revers, qui n'est pas toujours aussi bon que l'on imagine. Merci. On va voir le bon côté, on verra le mauvais aussi après, puisque effectivement, il faut en parler. Je tourne vers vous, Anne-Cécile Wong. Vous, concrètement, vous accompagnez, puisqu'on parlait, le professeur disait il n'y a pas d'accompagnement sans soins, et réciproquement, ce qui était d'ailleurs partagé, un point de vue partagé par tout le monde autour de cette table. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Cet accompagnement, ça se passe comment? Vous êtes sur le terrain, comment vous faites? Concrètement, la spécificité du SAVS, c'est d'être vraiment implanté dans la ville, donc le 12e et le 17e pour Levreux-Fallerais, et de ne pas être médicalisé, mais de venir en complément des soins, et d'être animé principalement par des travailleurs sociaux, qui ont pour mission d'accompagner dans les actes de la vie quotidienne des personnes qui ont des troubles psychiatriques, une souffrance psychique. Et l'idée est de pouvoir déjà proposer un accueil, un accompagnement bienveillant et de miser sur la relation de confiance, le temps. Donc évidemment, ça prend beaucoup de temps d'accueillir la personne, de la rassurer, de lui donner des repères. On accompagne des personnes qui, pour la plupart, sont très très isolées et qui n'ont parfois aucun contact dans une seule journée avec l'humain. Le SAVS constitue vraiment un repère humain, matériel, géographique pour ces personnes. Donc concrètement, on va dans un premier temps les accueillir, le plus souvent les rassurer, leur redonner confiance en l'autre, essayer de leur redonner confiance en l'autre et de leur donner aux personnes des jalons, donc temporels, des horaires, une sorte de, un projet à travers des activités, des rendez-vous, des accompagnements. Et principalement, l'idée est de les rassurer et de leur donner un repère. Après viennent les projets plus concrets qui sont liés au logement, à l'emploi, aux aides et à leurs droits de citoyens lambda. Mais je dirais que la première chose, c'est de leur apporter un accueil vraiment humain et bienveillant, qui vient en complément d'autres structures, comme les CMP, les médecins, tous les partenaires socioculturels également. Merci. Aude Caria, quand on discutait tout à l'heure, vous me parliez de stigmatisation. On ne va pas parler de ça tout de suite, mais essentiellement, comment fait-on pour favoriser l'intégration dans la vie de la cité des personnes qui sont en situation de souffrance psychique? C'est tout ce que vous faites, en fait. C'est l'objet de... Oui, tout à fait. C'est une des missions du Psycom, effectivement, en favorisant l'information des populations sur les troubles psychiques, sur les soins, l'organisation des soins, sur les droits aussi, parce que c'est une question importante. Je voulais rebondir un peu sur la remarque du professeur Salbreux sur la perspective historique. C'est vrai que le virage ambulatoire, il a commencé après-guerre. C'est-à-dire quand on s'est dit, finalement, on ne peut pas continuer à soigner les personnes qui ont des troubles psychiques seulement à l'hôpital psychiatrique en les enfermant, et qu'il fallait vraiment réinventer quelque chose d'autre et soigner les gens dans la cité. Donc ça a été vraiment effectivement la révolution psychiatrique, c'était de dire l'hôpital psychiatrique ne peut pas tout faire et il faut que les personnes soient reconnues comme des citoyens, citoyennes à part entière. Donc organisons les soins autrement. Actuellement en France, avec toutes les disparités qu'il peut y avoir d'un territoire à l'autre, c'est entre 70 et 80% des personnes suivies par les services de psychiatrie qui ne sont jamais hospitalisées. Oui. Voilà, donc le virage ambulatoire, il a déjà eu lieu en psychiatrie, en fait, et c'est plutôt devenu un modèle pour les soins généraux, de savoir comment soigner. C'est-à-dire qu'on a changé le paradigme, on a changé le centre de gravité, c'est-à-dire que la psychiatrie n'est plus la seule réponse aux problèmes de santé mentale, et l'hôpital psychiatrique n'est plus du tout la seule réponse, et que le centre de gravité des soins, ça devient plus le domicile. Et donc on est passé d'un système de soins, de services de soins, à un système de services à la personne. Voilà, donc ça a été évoqué par plusieurs intervenants, c'est-à-dire comment fait-on
pour vivre effectivement dans la cité, avec des droits, etc. Et en même temps, pouvoir bénéficier de soins, d'accompagnement si besoin, d'une aide à la vie quotidienne si besoin, d'un lieu, un accompagnement au travail protégé si besoin, etc. Donc c'est vraiment ces questions-là. Et effectivement, ça veut dire que finalement, la santé mentale n'est plus seulement l'affaire de la psychiatrie, mais elle devient l'affaire de tous. Parce que si les personnes qui ont des problèmes de santé mentale vivent dans la cité, les bailleurs sociaux sont concernés, les élus sont concernés, les services culturels et socioculturels sont concernés. Voilà, c'est-à-dire que chacun a une partie de la réponse pour favoriser l'intégration citoyenne des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, et pas seulement la psychiatrie. Et globalement, alors, ça va dans le bon sens, forcément. Personne ne viendrait dire que faire de la personne en état de souffrance, lui venir en aide dans la vraie vie, c'est mieux que de l'isoler dans un bocal ou de lui dire 2 le matin, 3 le soir et dodo. Ça, on est bien d'accord. Mais est-ce que, globalement, est-ce que c'est positif? Vous qui avez cette expérience, est-ce que vous êtes un peu déçu de cet accompagnement? Est-ce que le retour, si vous voulez, puisque moi ce que j'ai compris, c'est que la personne en souffrance est aussi un acteur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour dire soignez-moi, moi je suis pour rien, etc. C'est quelqu'un qui participe de sa propre vie de tous les jours. Voilà, tout à fait, son parcours. Et c'est un très joli nom, parcours. Oui. Effectivement, mais si on prend un petit peu de hauteur, c'est toute la question de quelle place on donne à la santé mentale en règle générale dans sa vie propre, dans la vie des populations, etc. Donc, je trouve qu'il y a une formule assez simple qui a été promulguée par l'OMS récemment qui dit il n'y a pas de santé sans santé mentale. On ne peut pas être plus simple, mais ça résume tout. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de santé, on pense souvent à la santé physique et on oublie la santé mentale. Il ne peut pas y avoir de santé sans cette globalité-là. Donc ça veut dire qu'il faut la penser comme telle au niveau des politiques publiques, au niveau de l'organisation des soins, au niveau des services et au niveau des personnes elles-mêmes. Et pour pouvoir intégrer cette dimension-là, ça suppose, mais là c'est la suite de la question sur la stigmatisation, c'est-à-dire comment on ouvre le débat sur ces questions-là. Alors on va parler de la stigmatisation, bien sûr, et de la pauvreté, entre guillemets, de la psychiatrie. Je parlerai bien sûr sous votre contrôle. Mais je voulais rappeler simplement hier sur France Info, quand Falleret était interrogé sur Cap sur la santé mentale, le journaliste chargé de l'émission a mis en valeur les paroles de Mathieu Ricard, donc, qui avait été interviewé lui aussi sur les questions de santé mentale. Et c'est intéressant ce qu'il disait. Il disait aujourd'hui, on pense que la santé physique, faire de la gymnastique, etc., c'est bon, le cardiovasculaire, c'est bien, etc. Mais on n'est pas encore, même si chacun reconnaît que la santé mentale, c'est important, la gymnastique mentale, la gymnastique de bien-être, etc., elle n'est pas encore assez bien portée. C'est quand même vu comme un truc de bobo, quoi. Enfin, en gros, je fais un petit peu de yoga, ça me fait du bien, ça m'enlève les rides et ça m'évite de me fâcher après mon chien. Mais je veux dire que bon, on va davantage vers ça, et grâce justement des initiatives comme celle de Falleret et des initiatives, c'est plus que des initiatives, votre travail. Annick. Oui, on vient de terminer actuellement une étude c'est plus qu'une étude d'ailleurs, c'est un dispositif d'étude qui s'appelle Clé d'action en santé mentale et qui met en valeur le fait que là où 3 personnes sur 4 pensent à leur santé physique aujourd'hui, il n'y en a qu'une sur 2 qui pense à sa santé mentale. Donc ça, c'est quand même un différentiel important dans la dimension de la santé globale dont on parlait, qui est vraiment cette alliance entre santé physique et santé mentale. Et puis, une deuxième donnée importante quand on parle de stigmatisation, qui est le fait que quand on interroge spontanément les personnes par rapport à la santé mentale, ce qui serait une bonne santé mentale, c'est l'équilibre, qui est le terme qui vient en premier. Et quand à contrario, on interroge les Français en leur posant la question de la santé mentale pour vous, c'est quoi ? Mais 95% donnent des termes qui sont très négatifs, voire très durs, qui parlent d'hospitalisation, de folie, de schizophrénie, des termes très très durs. Le terme d'équilibre ne vient que pour moins de 2%. Dans 2% des discours. C'est-à-dire que c'est vraiment à la fois l'image d'une espèce l'objectif vers lequel on voudrait tendre, qui serait une bonne santé mentale, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, avec une perspective qui serait un équilibre atteint,
et qui montre qu'aujourd'hui, on a encore un grand chemin à faire, à la fois dans les représentations des personnes et aussi dans les modalités finalement d'accompagnement pour que ce soit rendu possible. Oui, je vous en prie. Alors, monsieur d'abord, Oui. mademoiselle après. Oui, Philippe Guénard, je voulais rebondir sur les propos du professeur Salbreux et de M. Hardy, qui étaient en fait vis-à-vis des priorités qu'on peut définir actuellement pour l'amélioration des parcours. Est-ce que cette notion de virage ambulatoire a une actualité ? Et puis, quelle est sa motivation économique ou pas ? Il faut entendre effectivement que le terme n'est pas consensuel et aujourd'hui contesté par un certain nombre de professionnels de la santé mentale qui disent « mais qu'est-ce que c'est que de nous parler de ça alors qu'on l'a fait en 1960 ?» Donc, ça passe pas tout seul. En disant, nous, on l'a fait il y a longtemps, que les chirurgiens et les cardiologues le fassent, mais nous, on l'a fait il y a longtemps. Et puis, tout ça, c'est fait pour faire des économies sur le dos de la psychiatrie. Donc ça, c'est quand même présent dans les débats. Je suis d'accord avec M. Hardy, il ne faut pas avoir une vision complotiste de l'histoire. Simplement, on est toujours dans une course. C'est-à-dire que ce que l'on dit sur le besoin d'intervenir plus précocement, le besoin d'accompagner les personnes, ça demande beaucoup de ressources. Il faut adapter donc notre système. Et on a une course entre l'augmentation de la population, la meilleure détection des troubles, etc., de choisir à quoi on consacre nos ressources. Et effectivement, aujourd'hui, comme le dit Aude-Caria, il y a le nombre de personnes qui sont suivies par les équipes et qui sont hospitalisées dans l'année est très minoritaire. Pour autant, l'hospitalisation, dans les établissements et services de psychiatrie, l'hospitalisation, elle consomme quand même un peu plus de la moitié des ressources. Si ce n'est que 15 ou 20% des personnes, c'est plus de la moitié des ressources. Donc il y a toujours des arbitrages à faire. Si on dit parce que vous dites quoi là dans les priorités du jour, c'est il faut agir plus précocement, il faut s'occuper des perdus de vue, et il faut s'occuper des sans solution. C'est pas la même chose, parce que quelqu'un qui est sans solution, c'est que, je dirais, on l'a pas perdu de vue, on cherche une solution. Mais il y a tous ceux que vous évoquez qui sont perdus de vue. Donc ces priorités-là, elles demandent beaucoup de ressources. Et effectivement, c'est un arbitrage permanent. Et du coup, effectivement, il y a une incitation à faire prospérer les systèmes qui consomment moins d'hospitalisation pour plus consacrer sur ces champs-là. Comment intervenir plus tôt ? Le rapport du directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, M. Lafourcade, il avait pris comme titre « Faire du domicile le centre de gravité des prises en charge ». C'était l'idée, effectivement, que ni le patient ni le psychiatre n'aspirent à hospitaliser. Donc, c'est une question... voilà. Après, c'est le bon dosage ou le bon équilibre pour là ne plus parler de la personne, mais parler aussi des organisations. Aude-Caria, vous parliez justement, vous, de ce centre de gravité qui s'est déplacé. Oui, tout à fait. Et c'est en fait, quand on évoquait le changement de paradigme, c'est-à-dire le passer de l'hôpital psychiatrique, enfin des soins seulement à l'hôpital psychiatrique à des soins dans la cité, c'est ce changement de paradigme qui a fait émerger la question de la stigmatisation et des discriminations. Puisque finalement, en tant que les personnes étaient confinées à l'hôpital psychiatrique, ça posait pas de problème. Enfin, ça posait pas de problème. Ça posait des gros problèmes de respect des droits. Mais disons que la stigmatisation, elle était cantonnée dans un lieu. À partir du moment où on dit, voilà, les personnes sont des citoyens comme les autres, ont des droits comme tout le monde, que fait-on ? La stigmatisation arrive dans la cité. Et donc, ça fait émerger cette question-là. Et d'où l'importance, effectivement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'informer la population. Donc, tout ce travail d'information sur la santé mentale, d'augmenter le niveau de connaissance sur la santé mentale. Donc, c'est ce que fait le Psycom. En 2017, on a diffusé 1 million de brochures en France entière, donc sur les troubles psychiques, sur les psychothérapies, sur les médicaments, l'organisation des soins, etc. Mais on peut prendre comme exemple, Annie Kenyon disait que la santé mentale, dans la dernière enquête réalisée par Falleret, était vraiment associée à des choses très négatives. D'autres pays s'y sont attaqués avant nous, je pense à l'Australie, à l'Angleterre, à l'Écosse, et qui font depuis une vingtaine d'années des gros efforts de pédagogie pour expliquer, parler de la santé mentale. Et ça commence très tôt. En Australie, par exemple, tous les professeurs sont formés
aux questions de santé mentale pour pouvoir en parler avec les élèves. C'est un sujet comme se laver les dents, ou voilà, c'est-à-dire comment on gère ses émotions. Alors ça commence à arriver en France avec des programmes centrés autour de ce qu'on appelle les compétences psychosociales, la gestion du stress, la gestion des émotions, etc. C'est encore un peu balbutiant, mais ça va dans le bon sens. Il faut parler aussi de ce qui a été souligné dans les annonces de Madame Musin, la ministre de la Santé, concernant les priorités de santé, avec la mise en place d'un programme des premiers secours en santé mentale, directement inspiré du modèle australien, justement, qui vise à former un maximum de personnes au repérage des signes de mal-être. Alors ça ne veut pas dire transformer tout le monde en psychiatre ou en psychologue, c'est-à-dire repérer les signes qu'on soit... quelle que soit sa posture, qu'on soit parent, qu'on soit professionnel, qu'on soit professeur, quel que soit son milieu d'exercice, savoir repérer les signes de mal-être pour pouvoir savoir comment parler à la personne, déjà. Parce que souvent, en fait, le problème, c'est qu'on voit que la personne ne va pas bien, mais on ne sait pas quoi lui dire. Donc, comment repérer les signes, quoi dire et où orienter. C'est-à-dire connaître les ressources aussi sur les territoires. Et je pense qu'un programme comme ça, donc directement inspiré de l'Australie, va favoriser justement l'ouverture une pédagogie de la santé mentale pour le plus grand nombre, en fait. Et justement essayer d'atteindre cette idée de il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est vrai que souvent, la plupart des gens ne savent pas quoi faire, ne savent pas quelle réponse apporter. Dans un autre registre qui est là, celui de la déficience. Lorsque l'autre fois j'étais devant justement France Info et il y a une personne aveugle avec sa canne qui essaye de traverser. Et moi j'étais à l'étage, donc une personne l'accompagne et visiblement ne savait pas quoi faire au milieu de la route parce qu'il y avait un feu en décalage, elle devait être pressée, elle l'a laissé là. Je veux dire que c'est presque drôle, oui. Enfin, je veux dire, dans l'horreur, c'est drôle, quoi. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas comment passer le témoin. Il y a une histoire encore beaucoup plus drôle. C'est la personne qui veut aider une personne aveugle à traverser, l'embarque dans une direction, et l'autre se débat en disant c'est pas par là que je veux aller. Oui, effectivement. De ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de travail dans les écoles de travail social, notamment, où les modules... Parlez un peu plus fort, parce que je crois il y a beaucoup de travail encore dans les écoles de travail social, où finalement les travailleurs sociaux sont beaucoup formés au handicap physique, sensoriel, et où la psychiatrie reste quand même... peut-être pas la 5e roue du carrosse, il y a des efforts de fait, mais c'est vrai que les jeunes professionnels arrivant en SAVS, par exemple, n'ont que très peu de notions de ce qu'est la schizophrénie. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, oui, je vous en prie, professeur. Après, j'ai une question à vous poser sur la stigmatisation. Le rejet du handicap en France est considérable quand on voyage dans le monde, l'Australie, la Grande-Bretagne, plus près de nous, la Belgique, même l'Espagne. On trouve un rejet beaucoup moins marqué. En France, la peur de l'autre différent est à son maximum. Et si tous les handicaps en souffrent, le handicap mental est encore beaucoup plus stigmatisé que tous les autres. Il y a un énorme travail à faire à ce sujet. Oui, c'est un handicap souvent invisible, alors qu'on parle beaucoup du handicap. Voilà, parce que celui-là, finalement, il est très petit, tant mieux, mais je veux dire que c'est pas, en tout cas, c'est ce à quoi on pense et c'est pas tout à fait la réalité. Alors, Claude Gandillon, justement, lorsqu'on préparait cette table ronde, vous me parliez de votre action, que vous étiez, vous aussi, abasourdi par le fait, comme ça, qu'il y a une énorme demande. Énorme. Et il y a finalement, je dirais pas qu'il y a peu d'écoute, je dirais qu'il y a en tout cas beaucoup de laissés pour compte. Ah oui, bien sûr, puisque j'ai dénoncé d'ailleurs sur Internet par lettre ouverte à nos futurs présidents de la République, avant les élections, 100 000 laissés pour compte, 100 000 abandonnés des soins, la psychose, la schizophrénie, mais tous très atteints. Je ne parle pas des dépressions, je ne parle pas du petit handicap psychique, qui est une douleur aussi, attention. Mais ceux-là, c'est une population à part. Mais ils sont très nombreux. Et quand j'ai annoncé 100 000, on m'a presque ri au nez,
et je tairai qui, parce que ce sont des gens qui ont pignon sur rue dans ce domaine, m'ont dit, mais c'est 150 000 au moins. Et j'ai rajouté, pour ceux qui sont recensés. Ceux qui ne sont pas recensés, c'est-à-dire qui n'ont jamais été consultés ou juste le médecin de quartier, ma foi, il y en a énormément. Les familles viennent souvent vers moi puisque j'ai eu un rapport à faire sur les familles fut un temps. Et c'est là où je ne suis pas bonne. Je ne suis pas écoute famille, je n'ai pas de formation pour ça. Et les familles sont... Mais c'est effrayant. Les fratries, les familles, tout le monde est éclaté, tout le monde est... abîmé. Voilà. Alors, il y a une grosse demande, il y a un énorme besoin. Et lorsque j'ai fait réalisé mes reportages pour la télévision, à peu près sur toutes les chaînes, pour le 20h, Poivre d'Arvor, pardonnez-moi, il m'avait dit Claude, attention, hein, vous savez que si on dénonce, on doit avoir des solutions. Je lui ai dit oui, je l'ai la solution, je l'ai vue, je l'ai trouvée. Elle existe depuis très longtemps, où justement, et c'est très instructif tout ce que vous dites autour de moi, je me tais, j'écoute, j'enregistre, où tout est rassemblé, y compris le coût. Une journée et d'ailleurs qui intéresse pour le moment, ce qui intéresse pour le moment, ils sont à l'écoute, mais ils doivent venir voir notre gouvernement. Tout le prix d'une journée dans la rue, si, il y a quand même les équipes d'Emmanueli, enfin de Xavier. Bon, il y a les services sociaux, En prison, c'est une autre, ça dépend de la prison. Si la prison est moderne, si elle est très ancienne, les prix varient. Vous pourrez trouver tout ça, hein, je peux vous les communiquer. Une prise en charge dans une psychothérapie institutionnelle. Et moi, j'ai vu des choses aberrantes. Je suis repartie, j'avais le sourire aux lèvres. J'ai souvent envie de pleurer quand je vois cette déchéance humaine, parce qu'ils sont simplement coupables d'être malades. Ils sont dans la rue ou ils sont en prison. Et j'ai vu un jeune homme, Madame de Beaurepaire, je peux la citer, puisque maintenant elle veut bien, elle est à la retraite. Parce qu'à l'époque où j'ai beaucoup fait de terrain, hein, beaucoup, pour parler de tout cela. Et Madame de Beaurepaire m'avait dit, vous voyez, tout ça là. Alors elle me montre son mur et c'était des dossiers, en veux-tu, en voilà. Eh bien, on m'a demandé de faire tout ça, mais personne ne me les a réclamés, personne ne les a lus. C'est à croire que ça n'intéresse personne. Voilà. Et j'ai vu un petit jeune homme dans une cellule et elle m'a dit, vous voyez, moi j'étais fatiguée à l'époque, je travaillais beaucoup, je travaillais sur un hebdo, plus un peu de télévision, j'étais cassée, j'avais besoin de souffler. Et je lui ai dit, voyez-vous, je suis qu'un grain de sable, moi. Que voulez-vous que je fasse changer aux choses? C'était tout au début. Et elle me dit, mais madame, les plages sont faites de milliers de grains de sable. Je vous en prie, n'abandonnez pas. Vous voulez que je vous montre l'horreur? Je dis, non, madame, merci. L'horreur, je l'ai vue dans la rue avec les équipes d'Emmanueli lors des maraudes. J'ai fait des maraudes. Et je me demandais où nous étions. Où étions-nous? En France? Ailleurs? Sur cette terre? J'étais horrifiée. Alors, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et ces établissements, j'ai gardé un des films qui dure 2 minutes, que d'ailleurs la chef de cabinet de Madame Cluzel a vu, et Madame Cluzel m'a fait ça et un sourire, et ça m'a confortée dans l'idée de continuer, parce que c'est dur. Moi, je ne suis pas salariée, je fais ça en mon âme et conscience, et avec mon cœur. Et la psychothérapie institutionnelle, qui est une institution qui n'est pas récente, mais pourquoi supprimer ce qui marche, ce qui existe et qui ne coûte pas cher, 180 € par jour, pour un malade adulte. Voilà. Et où est résumé tout ce que vous venez de dire? Parce que quand ils vont bien, il y a la possibilité, quand ils sont stabilisés qu'ils vont bien, d'intégrer un appartement, de vivre dans la ville avec d'autres personnes. Travailler, c'est plus compliqué. Pour la plupart, ils ne le peuvent pas. Intellectuellement, je parle. Hein. Là, après, ça dépasse ma compétence. C'est M. Salbreux qui pourrait en parler. Mais en attendant, voilà, j'ai vu de mes yeux vus ce qui fonctionne. Et
avec du bonheur pour ces gens-là. Ils sont en sécurité, ils peuvent aller en ville, ils peuvent, dès qu'ils vont bien sûr, hein, attention, hein, quand ils ne vont pas bien. Et ils sont encadrés dans la clinique, ils sont encadrés par des moniteurs. Les moniteurs sont tous des gens, des étudiants, qui se préparent à être psychologues, mais qui sont dans la santé, bien évidemment, la santé mentale, dans le secteur de la santé mentale. Et il y a bien sûr des médecins où la porte est ouverte toute la journée. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Tu vas pas bien? Allez, viens là. On va parler un petit peu, etc. J'en passe. Voilà. Voilà, oui, je suis longue, pardonnez-moi, mais ça, c'est un défaut professionnel. Non, pas du tout. La question que je voulais vous poser, est-ce que les professionnels, je parle des médecins principalement, des psychiatres ou des psychologues aussi, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. J'ai un ami qui s'appelle Patrick Lemoine, que certains connaissent peut-être, qui est psychiatre, écrit des choses, qui a écrit la folle histoire de la psychiatrie, où tout ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est absolument horrible, mais bon, c'est toute la société qui est horrible à ce moment-là. Me disait cette chose, c'est que lorsque on amène à l'hôpital quelqu'un qui a eu un accident, quel qu'il soit, ou qui se sent pas bien, dès lors que l'on sait qu'il a des troubles psychiques, au lieu de lui passer les tests les plus élémentaires, comme on le fait en urgence, savoir si il a un problème de, je ne sais pas, de foie, de rate, de cœur, etc., on l'envoie directement chez le psychiatre. Et il me disait qu'il y a eu comme ça des décès dus au fait que personne en souffrance égale psychiatre. Ça, comme si finalement, alors que peut-être que finalement, le diagnostic mental, bien sûr qu'il est important, mais il n'a pas l'exclusivité du diagnostic global. Alors, le professeur, puis après vous, Aude. Oui. Je donne un élément de réponse qui va peut-être vous intéresser. C'est qu'il y a un énorme problème de santé somatique pour les malades mentaux. Pour quelle raison? Parce que d'une part, généralement, ils ne sont pas très demandeurs de soins somatiques. Ils dénient leur maladie comme ils dénient leur maladie psychique. Et d'autre part, le personnel hospitalier et le personnel de santé en général a peur de les hospitaliser. Ils commencent par les envoyer en psychiatrie de peur de faire des bêtises. D'accord, donc c'est une habitude, un formatage. Oui, Aude. c'est effectivement une question importante, la question de l'accès aux soins somatiques des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, dans la mesure où plusieurs raisons font qu'il y a une diminution de l'espérance de vie de 15 à 20 ans, en fait, par perte de chance ou par stigmatisation, c'est-à-dire effectivement des examens qui ne vont pas être faits ou des actions de prévention qui ne vont pas être entreprises ou des plaintes qui ne vont pas être écoutées parce qu'on va tout mettre sur le dos du délire, par exemple, alors qu'il y a parfois des réelles douleurs somatiques. Mais au-delà de ça, c'est aussi toute la question de la prévention tabac, cholestérol, diabète, les effets indésirables des médicaments, etc. Et la prise en charge de la santé somatique. En règle générale, le Psycom a fait une brochure sur les soins somatiques en psychiatrie qui résume un petit peu toutes ces questions. Alors, c'est en train de bouger. C'est en train il y a eu un article d'ailleurs la semaine dernière, un peu plus tard que la semaine dernière, dans Le Monde sur cette question, en disant les malades psychiatriques sont aussi des malades. Voilà, pour revendiquer justement un meilleur accès aux soins et une prise en compte. Alors ça passe aussi par une sensibilisation des professionnels, puisque c'est souvent aussi de la perte de chance, elle est due aux représentations sociales qu'ont les professionnels du soin somatique, mais du soin psychiatrique aussi. Parce que les deux peuvent... C'est-à-dire que les professionnels de la psychiatrie ne vont pas forcément être à l'écoute des problèmes somatiques et inversement, les professionnels du soin somatique vont tout basculer sur le côté psychiatrique. Donc, dans les deux cas, en fait, il y a une perte de chance. Donc, ça passe aussi par une sensibilisation des professionnels, pas seulement les travailleurs sociaux, mais l'ensemble des professionnels sur leur propre représentation des questions de santé mentale. Si vous deviez faire des propositions, sachant que le virage ambulatoire, c'est pas un virage qui s'amorce, on est vraiment dedans. Pour que ça fonctionne au mieux, quelles propositions feriez-vous? Sachant qu'effectivement, pour l'instant,
Si je veux caricaturer, on a trois possibilités. Il y a l'hôpital pour ce qui est dur, pour les pathologies dures. Il y a la prison pour ceux qui n'ont pas été traités, qui à un moment ou un autre, c'est ça en fait la société, c'est que quand elle ne le prend pas en charge, elle s'occupe vraiment du service après-vente, mais dans les cas les plus horribles. Et puis le virage ambulatoire, les consultations, etc., qui peuvent être une réponse pour éviter l'un et l'autre quand c'est possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire davantage? Quels seraient à votre avis, si vous deviez faire une proposition pour qu'on puisse améliorer cela, ce serait laquelle? Alors je sais bien que ça fait penser au jeu Kiss Burger d'Alain Chabat quand il dit « Vous voulez gagner 1 000 € par SMS ?» Vous répondez à cette simple question « Y a-t-il une vie après la mort ?» Bon, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire, mais néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose dans vos pratiques que vous voudriez voir améliorer pour que ça donne plus de résultats. En dehors de l'économique, bien sûr, je pense que tout le monde réclame plus d'argent. Aude? Oui, moi je peux faire une proposition, un vœu pieux juste dans le domaine qui me concerne, c'est-à-dire la question de l'intégration citoyenne, la lutte contre la stigmatisation. Je pense qu'il y a un travail à faire d'information et de formation globalement à tous les niveaux de la société. Donc ça passe par effectivement parler de la santé mentale dès le plus jeune âge, ouvrir le débat, enfin tout ce qui peut contribuer à parler de la santé mentale sans tabou, quel que soit le lieu. Et là, chacun peut faire sa part. On peut faire sa part en tant que proche, en tant que voisin, en tant que professionnel. C'est ce qui se passe, par exemple, en Angleterre, où on voit toute la banalisation des questions de santé mentale passe par des engagements. Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon entreprise? Je veux sensibiliser mon DRH aux questions de santé mentale. Comment je peux m'y prendre? Je veux parler de santé mentale auprès des profs de l'école de mes enfants. Comment je peux m'y prendre, etc. Que ça ne devienne plus un sujet tabou. Il faut que les personnes concernées puissent parler plus facilement. Elles le font déjà, c'est très bien, mais qu'on puisse, quel que soit le lieu, chacun peut faire sa part dans ce domaine-là. Après, il y a un gros effort, je pense, à faire au niveau de la formation des professionnels. On l'a évoqué plusieurs fois autour de cette table. Et là, ça ne peut passer que par une intégration en fait dans les cursus de formation des professionnels, que ça soit du soin, du médico-social, du social, mais aussi les bailleurs, enfin toute personne. Intégrer la question de la santé mentale et de la stigmatisation et intégrer des personnes qui vivent avec des troubles dans les cursus de formation. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc ça commence à se développer dans certaines universités, pas seulement dans les questions de santé mentale, mais c'est des patients formateurs dans des modules de formation des professionnels, des futurs professionnels de santé, par exemple, avec, je pense à l'université Paris 13 qui a formé une centaine de personnes qui interviennent en tant que co-formateurs dans les modules de formation des médecins, par exemple, dans d'autres universités aussi. Je pense que ça c'est un aspect important, c'est-à-dire former les futures générations. Parce que pour celles qui sont en place, c'est un peu tard. Les futures générations, voilà, investir sur la jeunesse. D'accord. Claude, Annick. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure au sujet des différentes étapes. Ce qu'il faut quand même préciser pour les patients dont nous nous préoccupons, après la crise, on va appeler ça comme ça, après la crise aiguë, il y a obligatoirement hospitalisation. Et après l'hospitalisation, une fois qu'ils sont stabilisés par des médicaments, je vais pas être 3 mots gentils, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et le docteur Jean-Louis Place me disait, il n'y a pas longtemps au téléphone, il me disait, mais c'est affreux, moi j'ai une liste d'attente qui est sur plusieurs années. Parce que les hôpitaux nous envoient les patients, parce qu'ils connaissent le travail que l'on fait, que ça englobe tout, tous les soins, dans une liberté, dans des sourires, mais malheureusement, il n'y a plus que nous. Il n'y a plus qu'une clinique qui s'occupe de ces gens-là, après la crise. Parce que s'il faut aller voir un psychiatre, effectivement, il y a 3 mois, voire 4 mois d'attente. Et voilà. Et en plus, c'est effectivement, moi je suis très sceptique. Je me répète pour nos patients, c'est-à-dire ceux dont nous nous préoccupons. Je pense que l'intégration n'est
n'est guère possible, en tout cas pas comme ça. Voilà. Annick. Oui, je rebondirai sur ce que disait tout à l'heure Aude, sur 3 points. D'abord, concernant la formation, les formateurs pairs, la place des personnes accompagnées. Je voulais vraiment vous dire que je me réjouis à la prochaine table ronde d'avoir une personne qui intervient comme formatrice au sein de Alpha Psy, qui est l'organisme de formation de Falleret, donc qui va pouvoir vous faire la démonstration qu'on est en capacité de former, y compris des professionnels de santé et des professionnels sociaux avec une fragilité psychique. Et je pense que c'est vraiment un témoignage important pour nous. Et puis aussi, quand on parle d'information, peut-être déjà aussi tout simplement rappeler qu'on est ici sous la bulle de Cap sur la santé mentale et que la vocation de l'événement auquel nous participons est justement celle-là. Donc, plébiscitons-la. Si j'avais moi un vœu à faire pour les temps qui viennent, c'est vraiment de penser à l'intérêt de la culture du travail social en appui aux acteurs de santé. Dans le champ de la santé mentale, on a eu très souvent le sentiment qu'au fond, le soin allait très très loin dans l'accompagnement jusque dans la cité. Je pense qu'on a pu développer, en tout cas chez nous, on a pu développer à Falleret depuis 20 ans, tout un tas de dispositifs. Il y a 40 dispositifs aujourd'hui qui sont différents, qui montrent que l'apport de la culture des travailleurs sociaux, de leur savoir-faire spécifique, est vraiment une plus-value pour les acteurs de santé. Et aujourd'hui, ceux avec lesquels nous travaillons sont très demandeurs justement de ces articulations. Et pas forcément que dans une perspective d'articulation, mais vraiment dans une perspective de construction de dispositifs conjoints, de telle sorte qu'on en arrête, qu'on en cesse d'aller toujours vers ces ruptures de parcours dont on a parlé tout à l'heure, mais qu'il y ait vraiment des dynamiques qui se mettent en place au sein desquelles la personne concernée est motrice, actrice. Voilà, ce serait vraiment mon vœu. Professeur Salbreux et ensuite Je voudrais mettre les Philippe. pieds dans le plat sur le plan économique, alors que je ne suis pas économiste. Donc je vais probablement choquer énormément. La maladie mentale, le handicap psychique, est de très 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 loin le plus fréquent par rapport à tous les autres handicaps. Et je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que la psychiatrie, à ce point de vue-là, est moins dotée, sous-dotée par rapport à d'autres situations non moins affligeantes, mais il y a une question d'équité qui ne me semble pas respectée. La psychiatrie a été de tout temps, de toutes les époques, très maltraitée. Rappelez-vous qu'au Moyen-Âge, on brûlait les fous sur le bûcher. La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est qu'il y a une démographie psychiatrique qui est en péril. À l'heure actuelle, on ne trouve plus de psychiatres dans beaucoup d'établissements et beaucoup s'en passent parce qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est absolument dramatique au point que le ministère est actuellement en train de réfléchir à des délégations de tâches très importantes en direction des infirmiers, de toutes sortes de professions qui vont venir en appui. Et il y a donc là deux incohérences économiques qui me paraissent au centre du problème. Merci. Ça donne tort à Freud qui disait que finalement, le jour où on arrivera il arrivera un moment où le médicament sera tellement performant qu'on n'aura plus besoin de psychiatre. Bien. Oui, Claude. Philippe, pardon. Oui, pour répondre à votre demande de dire, voilà, quelle piste. Je dirais, c'est difficile sur la table ronde 1 parce qu'on pose le problème et que j'ai vu le programme et beaucoup de pistes sont évoquées ensuite. Donc, on va pas le faire en une fois. Mais s'il fallait choisir, moi, je focaliserais sur la question, sur le terme de la précocité. Alors, Aude Carrière l'a dit, je crois que nous avons un retard à rattraper sur l'éducation auprès des jeunes, des enfants. Il faut investir
dans la jeunesse là-dessus, avec les programmes de compétences psychosociales à l'école. D'ailleurs, si vous regardez dans les annonces de Madame Buzyn au plan de la prévention, questions de santé mentale, elles sont abordées sur 2 sujets, l'école et les premiers secours, hein, avec les étudiants. Donc on voit bien ce focus de dire, bon, au moins on va investir pour la suite, pour les générations qui arrivent. Ça, c'est pour précocité au sens investir dans la jeunesse. La précocité aussi, c'est dans l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, on l'a évoqué sous quelques angles, hein, les personnes à la rue, les détenus, etc. Ça ne veut pas dire juste d'avoir un système convivial accessible, puisqu'il y a plein de personnes qui ne demandent pas. Donc l'accès à la précocité, c'est de renforcer encore l'allée verte, qui n'est pas nulle. Je veux dire, on a quand même un système de santé en France qui a, pendant quelques décennies, a quand même plutôt mis le frein à l'aller vers dans tous les... Je ne parle pas de la santé mentale en particulier. Les médecins généralistes étaient quasiment punis de faire des visites à domicile. Hein, aujourd'hui, on dit, non, il faut peut-être quand même aller voir les gens. Hein, et évidemment, dans le champ de la santé mentale, c'est une demande prioritaire. Et la 3e dimension de cette précocité, c'est dans ce que vous évoquiez sur l'accompagnement social, quoi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un champ classique qui répond au canon de la gestion du handicap en France. C'est complètement illusoire. Le trouble psychique n'est pas linéaire. Donc les virages sont multiples, si je peux faire un mauvais jeu de mots avec le titre de la table ronde. Et donc il faut des choses beaucoup plus souples, beaucoup plus décloisonnées. On n'attend pas. C'est pas possible de fonctionner avec des dossiers MDPH sur 3 ans, d'attendre un truc consolidé, etc. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Il faut un accompagnement qui soit porté par les travailleurs sociaux, comme vous le disiez, qui soient formés à ça et qui acceptent une souplesse. C'est-à-dire on ne peut pas dire à une personne ça va être un programme pendant tant de mois, etc. Parce que ça bouge, c'est variable. Il faut que ça soit très dense parfois, très léger d'autres fois. Donc cette notion de précocité dans les accompagnements, pour moi, c'est la 3e incarnation du sujet. Anne-Céline ? Oui, pour compléter, peut-être par rapport à une formation plus aiguisée des professionnels, de s'intéresser aux conséquences de la maladie dans la vie quotidienne, au moins autant d'avantages qu'à la maladie en elle-même, ce qui permettrait pour certains de peut-être moins en avoir peur. Quand on sait ce que ça veut dire être schizophrène dans la vie quotidienne, finalement, ça fait beaucoup moins peur que de parler de schizophrénie, même si le degré de souffrance est le même pour la personne. Mais au moins pour les professionnels, c'est de voir les choses de façon beaucoup plus concrète, moins dramatique et concrète dans un accompagnement du quotidien, des ralentissements, un repli sur soi, ni plus ni moins, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. Et aussi du côté des capacités, pas seulement du voilà, côté tout des à fait. Et incapacités. aussi, voilà, tout à fait. Le mot de la fin avec vous, Jean-Pierre. Juste pour poursuivre sur les propositions, effectivement, on insiste beaucoup sur les questions de formation. La question est de savoir sur ces formations-là, s'il ne faut pas réfléchir à d'autres métiers, quoi. Tous les débats parcours. Est-ce que coordonnateur de parcours, assistant de parcours, faire avec. Donc il y a quand même plus peut-être que simplement mettre 20 heures ou 100 heures sur une formation classique. Il y a peut-être une réflexion à mener, mais je crois qu'il y a d'autres ateliers qui vont le permettre. Et autrement aussi, comme on voit cette logique de parcours avec ses services différents, etc., il faudrait qu'on passe d'un raisonnement sur les coûts évités évitables, notamment d'un point de vue économique. Qu'est-ce que ça veut dire disons que de mettre en place un dispositif, il a certainement un coût, parce que toute chose a un coût, mais quel coût il évite, quoi. Quel coût il évite si on laisse les choses aller à volo, ça veut dire effectivement en termes de double prise en charge, disons, psychique, prise en charge somatique, on a des coûts énormes à éviter s'il y avait une prise en charge vraiment articulée, coordonnée. Et Dieu sait, et aussi ça pose la question de désenclaver et de mettre fin à des systèmes de financement un peu fermés entre eux, puisque l'économie, le coût évité de l'un est forcément le coût évité pour l'autre, quoi.
on a des tas de dispositifs qu'on veut mettre en place. Si on voit par exemple sur la prévention précoce, on veut faire jouer un rôle à la PMI. La PMI, c'est le département. Donc il dit c'est très bien si ça évite des hospitalisations, mais ça fait une économie en soins ambulatoires ou en soins hospitaliers, mais ça ne fait pas des économies sur le budget du département. Alors il y a peut-être des simplifications à faire, aller jusqu'au bout. Je pense au CAMS qui serait grand temps de financer à 100% par l'assurance maladie pour éviter que l'un bloque sous prétexte qu'il en finance 20%. Mais aussi il faut réfléchir entre, y compris chacun chez soi, dans le sens entre l'enveloppe ambulatoire, l'enveloppe hospitalière, l'enveloppe médico-sociale, les crédits fléchés, un chez soi d'abord, etc. Il y a un manque complet, effectivement, de nécessité de mettre fin à ça. Et aussi, le secteur souffre de n'être pas pris en compte. Moi, je vois une loi qui va bientôt paraître, qui est la loi Appel-Élan, disons sur évolution du logement et l'accès numérique, sur le débat logement inclusif. Eh bien, il y a des secteurs qui sont oubliés, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des petits frères dans le social et dans le sanitaire, et dans ces petits frères-là, il y a des petits frères qui sont un peu plus petits que d'autres et moins traités que d'autres par rapport à... Donc là aussi, on voit bien que, je pense, sur le logement inclusif, il y a des choses à faire, mais on ne pense pas au secteur de la psychiatrie ou l'inclusion sociale. On pense déjà, on a oublié les personnes âgées, ça va être corrigé. Donc chaque dispositif législatif et réglementaire, on voit bien que certains ont du mal à y accéder, quoi. Donc on parle de fluidité et d'accessibilité, mais on voit même que chacun invente des dispositifs et oublie je dirais, le petit frère de la psychiatrie, quoi, si vous permettez l'expression. Eh bien, merci. C'est une très belle transition pour la table ronde de 16h30 sur les nouveaux métiers en France. Donc, mais avant, il y en a une, bien sûr. Non, mais je n'avais pas oublié. On se retrouve à 13h30, on dit 13h40. Tout un petit peu décalé. Je pense qu'on peut applaudir tous les intervenants, puis vous remercier d'avoir bravé et le climat et le climat social aussi, oui, pas le tout, quoi. Bref, pour être parmi nous. Voilà, merci en tout cas.